comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci et toi ? Très très bien, content de faire ta connaissance. De même. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un nouvel épisode de Dog ADN et on va s'orienter sur l'ostéopathie. Donc c'est ton métier. C'est ça. Et moi j'ai plein de questions, je pense que nos auditeurs et auditrices ont également plein de questions, parce que c'est un métier dont on entend beaucoup parler, mais on ne connaît pas forcément le fond en fait. Oui, de plus en plus, c'est vrai que ça se et développe. moi pour avoir fait de l'ostéopathie avec Faro, je peux vraiment démontrer la plus-value en fait par rapport au chien, en sachant que moi j'ai un chien qui fait quand même pas mal de sport, mais je pense que c'est dédié à tous les animaux de toute façon. À tout le monde, oui, complètement. Donc pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, déjà merci de m'accueillir ici pour me donner l'opportunité de parler un petit peu de l'ostéopathie. C'est un plaisir. Donc moi c'est Mina Conté, ostéopathe animalier dans les Hauts-de-France du coup, principalement autour de la métropole lilloise, mais dans tous les Hauts-de-France, sur toutes les espèces. Voilà. D'accord. Tu vas aller jusqu'en Belgique tout ça ou... Oui. D'accord. Allez, on commence tout de suite par ça. Si j'ai envie d'un rendez-vous, comment je peux te joindre ? Par téléphone, donc appel ou SMS. Sur les réseaux aussi, on peut me retrouver. Donc sur Instagram, Facebook. Instagram, exactement. Par mail aussi, c'est assez rare, mais voilà, ça se fait quand même de manière assez courante par appel ou SMS. Ce que je te propose, je mettrai tout en lien. Pas de souci. Comme ça permettra aux personnes qui veulent se rapprocher de toi d'arriver plus facilement. Merci. J'ai pas cru comprendre qu'un site internet serait peut-être bientôt... Oui, depuis quelques mois en préparation. Donc normalement, à la fin du mois ou le mois prochain, on espère, mais il est presque prêt. Voilà. Quand j'ai regardé sur tes réseaux sociaux, je me suis aperçu que tu donnais beaucoup de conseils. Oui. À travers des petits tutos. Des petits posts, ouais. Donc ça va aussi nourrir ton site internet, j'imagine ? Oui. Il y aura des petits articles qui seront dédiés et puis j'explique un petit peu dessus, c'est quoi l'ostéopathie animale, quand est-ce qu'on fait appel, pourquoi, comment ça se passe. Donc voilà, pour présenter un petit peu ça et sensibiliser un maximum les personnes. D'accord. Le hasard fait bien les choses. Encore une fois, je ne savais pas, mais tu étais également appelé de rang. Oui. Pour la Coupe du Monde de canicross et tu étais avec ton école d'ostéopathie. Oui, c'est ça. Où vous faisiez des 2022. démonstrations par rapport aux chiens de sport. Oui, c'est ça. On était en plein milieu. On faisait des petites séances, alors soit des bilans locomoteurs, soit on faisait des séances de stretching, de récupération pour les chiens avant ou après les courses, soit pour ceux qui couraient pas, on pouvait faire une séance d'ostéopathie également. J'adorerais, si tu veux bien, que tout à l'heure on en parle. Oui, avec plaisir. Par rapport aux chiens de sport et les nécessités justement d'avoir un suivi pour la longévité du chien sur le plan forme. Complètement. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Comment tu es arrivé à ce métier-là, l'école, puis les questions viendront, je pense, au fur et à mesure. Alors, un petit peu comme tout le monde qui travaille dans les animaux, j'imagine, toujours été très fan, toujours aimé beaucoup les animaux. T'as grandi avec des animaux ? Des chats, donc pas... C'est des animaux. Oui, c'est c'est pas forcément toute espèce, mais donc je suis cavalière depuis toute petite aussi, donc la passion première avec les chevaux. Et puis j'ai toujours été très soucieuse du bien-être animal, vraiment désireuse de les accompagner un maximum, de faire en sorte qu'ils soient le mieux possible, autant physiquement que mentalement. Donc voilà, j'ai passé les galops, les examens en équitation, etc. Tu faisais quoi, plutôt du CSO Un peu tout. Ouais, j'étais assez mixte et donc j'ai évolué là-dedans et puis j'ai passé un baccalauréat conduite et gestion de l'entreprise hippique. À Genève ? Non, à la MFR de Lecato. Lecato, d'accord. Voilà, donc très très bonne école, pardon. Donc j'ai passé mon bac là-bas, donc très orienté en équin, forcément. D'accord. Donc j'ai pu un petit peu parfaire mes connaissances autant théoriques que pratiques. Et puis ensuite, directement après le bac, j'ai intégré une école d'ostéopathie animale. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as été sensibilisé par le métier à travers justement ton parcours équin ? Ou est-ce qu'à l'époque déjà on faisait beaucoup appel, parce qu'on fait de plus en plus d'appels aujourd'hui à l'ostéopathie, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans. Non, ça se développe énormément depuis une dizaine d'années, vraiment beaucoup. Moi j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer des ostéopathes pour les chevaux, justement. Les chiens, les vaches, les chiens on en entend moins parler, mais j'ai pu être sensibilisée aussi assez tôt à ça, et puis par des nombreuses recherches aussi, c'est venu assez naturellement. Tu me parlais justement bovins, les vaches. Oui. Quelle va être la valeur ajoutée d'un ostéopathe pour les vaches ? Parce que j'ai vu sur ton Instagram qu'il y avait... Oui. Toutes les écoles ne forment pas à l'ostéopathie bovine. On n'est pas beaucoup finalement sur le terrain. Et puis c'est quelque chose qui n'est pas très développé, surtout dans le Nord. Mais c'est un vrai avantage dont on pourra parler après d'ailleurs. Bien sûr.
De toute façon, j'aurais plein de questions, forcément, parce que ça va venir. Avec plaisir, je suis là pour ça. J'aimerais bien qu'on présente le métier d'ostéopathe, Oui. parce que c'est très large. Oui. Et est-ce qu'il y a des spécialités? Est-ce que... Donc, précisons que c'est un bac+5. Oui, ça paraît un détail, mais ça n'en est pas un. Ça veut Non, dire qu'il y a un vrai savoir derrière. Oui. Alors, les études d'ostéopathe animalier sont directement accessibles en post-bac. D'accord. Donc 5 années d'études, à moitié théorique, à moitié pratique. D'accord. Donc on a, suivant les années, il y a une année où c'est la première année, on apprend un petit peu à toucher un cheval, les chiens, etc. On apprend beaucoup de l'anatomie, ensuite c'est beaucoup de physiologie, de la pathologie, etc. On avance vraiment dans les années comme ça. Le but étant d'avoir de grandes connaissances, autant d'un point de vue théorique que pratique, et puis aussi... on s'entraîne aussi sur différentes espèces. Généralement, la semaine, c'est moitié cours, moitié pratique aussi, donc sur des centres partenaires. Parce que je me dis, quand je regarde, en fait, tu fais donc chevaux, chiens, chats, bovins, nacs, caprins, ovins. C'est ça. Donc c'est toutes des espèces qui sont totalement différentes, diamétralement opposées. Totalement différentes, et on apprend toutes les anatomies, toutes les physiologies, et tout. Voilà. Donc contrairement à ce que ça pourrait être en études d'ostéopathie humaine, où c'est vraiment un corps, c'est ça, tout à fait. Là on apprend fois 2, 3, 4, 5... Et si on va plus loin encore que ça, il y a aussi l'approche. Oui. Parce que j'imagine qu'un ovin, un bovin ou un cheval ou un chien, on va pas du tout avoir la même approche. L'approche est complètement différente. Oui, il y a tout cet aspect-là aussi à prendre en compte, forcément. Et alors, comment vous avez approché cette approche? Justement, vous aviez des cours particuliers au niveau du comportement animal? Il y avait des cours de milieu extérieur. D'accord. Des cours aussi d'hypologie, de cynologie, de buatterie, etc. Donc vraiment pour comprendre c'est quoi un cheval, c'est quoi une vache, quels sont les besoins fondamentaux, comment on approche cet animal, comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il sent, pour avoir un maximum de connaissances. Et puis après, sur le terrain, forcément, avec les pratiques aussi, on apprend à approcher un animal, à le mettre en confiance, à éviter que ce soit une situation d'inconfort aussi Bien pour sûr, lui. Et de stress, oui. Voilà, c'est ça. On essaye de faire au mieux et pour le praticien et pour l'animal. Parce que je pense au cheval, qui est quand même un animal prédaté initialement. C'est un animal qui est très stressé. Oui. Qui fait, je sais pas, 500 kilos. Je vais peut-être dire des bêtises. Environ. Je connais plus en chien, je t'avoue. Faire de l'ostéopathie sur un cheval de 500 kilos, on fait comment? Alors, compliqué à répondre. Forcément, c'est de l'entraînement. On s'aide beaucoup du poids de notre corps. D'accord. Forcément, c'est des animaux qui parlent pas. Après, moi, j'aime bien dire si en fait ils nous parlent parce que ils communiquent à leur façon. Voilà, c'est ça, à leur façon, de par leur posture, de par leur mimique, D'accord. de par leurs expressions, de par leur vraiment toutes ces petites choses. On apprend à lire, à détecter tout ça. Et donc, forcément, avec l'entraînement aussi, des formations X ou Y, on apprend à faire au mieux, en fait, pour lui. Donc, après, c'est beaucoup d'entraînement. On n'utilise pas parfois sa force aussi lui-même. On essaye vraiment d'optimiser un maximum ce qu'on peut faire parce que faut pas que ça se passe dans la contrainte non plus. Donc, voilà, c'est sportif, mais sans plus, quoi. Après, j'imagine qu'il y a aussi la confiance avec le cavalier qui est souvent présent. Oui, il est toujours... Le propriétaire est tout le temps présent. Parce que ça va rassurer certainement l'animal. Oui, aussi. Et puis, on a besoin de lui parce que c'est notre principal interlocuteur, finalement. Quand on nous appelle, voilà, il se passe ça, il s'est passé ça dans sa vie. Oui, il y a toute une recherche au préalable. C'est ça, ouais. Donc, quand moi, j'arrive sur un animal comme ça, j'ai pas forcément son anamnèse, je sais pas comment il s'appelle, quel âge il a, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi je le vois aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez important. J'ai eu la chance de faire ta connaissance grâce à Lucille, qui est, ça y est, je trouve plus les mots. Fait de la communication animale, merci beaucoup. Pas de souci. Donc Lucille de Vlaminck. Est-ce que tu fais appel de temps en temps à Lucille? Je pense qu'il y a une grosse complémentarité entre un vétérinaire, un ostéopathe, communication animale, naturopathe. Il y a de plus en plus de métiers qui tournent tout autour. Moi, j'accorde une grande importance à l'interdisciplinarité. D'accord. Donc vraiment, le travail entre chaque corps de métier, c'est super important.
Il faut pas rester enfermé dans son coin. C'est que moi, je travaille avec des vétérinaires, des naturopathes, avec Lucille en communication, avec des masseurs, avec des physiothérapeutes, avec des éducateurs, des comportementalistes. Enfin, voilà, à chaque espèce, ses corps de métier. Mais c'est super important parce que je vais faire mon travail, mais l'ostéopathie a son champ de compétences et quand ça dépasse les compétences, voilà, discipline. C'est ça. Et puis savoir référer aussi, c'est qu'il peut y avoir plusieurs problématiques. Donc moi, je vais faire mon travail, mais je vais pouvoir conseiller aussi derrière le client. Bon, bah voilà, ce serait bien de faire appel à tel praticien, à tel, voilà. Donc oui, on travaille ensemble avec Lucille. On s'est déjà aussi échangé des cas sur certains cas où moi j'avais pas toutes les clés, on avait besoin d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension. Bah voilà, c'est des cas qu'on voit derrière. Et puis Lucille, quand elle rentre en communication avec les animaux qui expriment leurs mots physiques ou psychologiques. Oui. Mais donc du coup, des fois, c'est des personnes qu'elle me renvoie et donc moi, je peux du coup confirmer ou infirmer le diagnostic et on peut vraiment aller plus loin ensemble dans la compréhension de l'animal et puis dans la recherche de son bien-être. Et donc c'est quand même super intéressant. Donc Lucille, si on veut avoir plus d'informations sur Lucille et la communication animale, on avait fait un épisode, c'est l'épisode numéro 8 que vous pouvez retrouver sur Dog ADN. Et elle confie tout sur son savoir. Et puis elle répond aussi aux personnes qui peuvent être réfractaires à la communication animale, parce qu'il faut quand même être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. C'est vrai. Il faut être capable d'entendre des choses. Au moins être ouvert et essayer de... Et je pense qu'il ne faut pas se fermer. Et moi, pour avoir essayé, j'avoue que j'ai été assez surpris de pas mal de choses. Ça peut être surprenant. Oui. J'avoue. Si, pour les personnes qui écoutent là et qui voudraient faire le même métier que toi, oui. Est-ce qu'il y a un cahier des charges, un savoir? Par exemple, on fait un bac, est-ce qu'il vaut mieux faire un bac alors j'ai 50 ans, donc c'est peut-être plus les mêmes bacs. Mais est-ce qu'il faut mieux un bac scientifique forcément pas un bac littéraire, mais est-ce qu'il y a des prédispositions qu'il vaut mieux avoir? Alors, oui et non. Parce que 5 ans d'études, j'imagine que c'est beaucoup de connaissances. C'est ça. Oui et non, à mon époque, quand j'ai commencé... Dis pas ça. C'était un coup de vieux. Quand j'ai commencé, il y avait 5 écoles en France, parce qu'en fait, on a un petit peu évolué au niveau de la législation. Il faut savoir que le métier d'ostéopathe animalier n'est pas reconnu. D'accord. Alors donc j'ai lu une chose... Tu vois, ça tombe bien, je me permets de rebondir. Pas de souci. Moi, j'ai lu et reconnu par l'ordre des vétérinaires depuis 2017. Ce sont les actes d'ostéopathie animale qui sont reconnus. D'accord. Donc en fait, le métier n'était pas reconnu. Jusqu'en 2011, il y a eu des textes de loi qui ont été mis en place. En 2015, en 2017, on va un petit peu passer tout ça. Mais il y a eu des décrets qui ont été posés pour apposer un cadre juridique à l'ostéopathie en disant que en fait, les actes d'ostéopathie animale sont des actes vétérinaires. D'accord. Donc normalement... praticable que par des médecins vétérinaires. Et donc depuis 2017, l'Ordre national des vétérinaires autorise les personnes qui ne sont pas vétérinaires à pouvoir pratiquer ces actes d'ostéopathie animale. Dans la mesure où ils ont suivi un cursus. Voilà, dans la mesure où il y a plusieurs choses à faire, mais il faut qu'elles justifient de compétences nécessaires et qu'elles soient jugées par l'Ordre national des vétérinaires pour être inscrites sur une liste et là pouvoir pratiquer légalement et tranquillement. Est-ce que tu es amené justement, je me permets parce que les questions viennent comme ça, pour valider ton diplôme, est-ce que tu as un oral avec des vétérinaires ou... Alors on a un examen, oui. Du coup, si je reprends vraiment au tout début comment ça se passe, donc c'est 5 années d'études supérieures qui sont possibles après le bac. Très bien. Même en reconversion plusieurs années plus tard. Voilà. Moi, je sais que quand j'avais commencé, le bac S était fortement recommandé. D'accord, donc c'était niveau maths scientifique. C'est ça, mais il n'était pas obligatoire non plus. Moi, je sortais du coup d'un bac professionnel en CGEH, donc j'avais des bagages que certains n'avaient pas, et inversement... Tout à fait, tu n'avais pas le côté scientifique poussé mathématique. C'est ça. J'ai quand même réussi à intégrer cette école, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu as senti le fait, je vais te poser vraiment les questions de béotien, le fait que tu n'aies pas le bac S, est-ce que tu as senti à un moment que ça te bloquait? Alors, j'avais peur de ça, et au final non, parce que je me suis rendu compte que moi j'arrivais avec les connaissances finalement assez poussées dans le milieu du cheval que d'autres n'avaient pas forcément. Je voyais des notions que d'autres n'avaient pas vues, donc j'étais plutôt à l'avance là-dessus. Par contre, effectivement, sur des matières scientifiques, la biochimie, la biologie, voilà, des matières vraiment... C'était plus compliqué pour moi, et donc là, ceux qui sortaient de licence, de scientifique, etc., là, ils avaient plus de bagages que moi, et en fait, c'est important de ne pas se fermer. Je pense que vraiment tout le monde a la chance de pouvoir
pouvoir intégrer ces écoles. Il faut juste être conscient que forcément, on arrive tous avec nos... Tout à fait, chacun ses bagages. Voilà, après, c'est ça. Moi, ça a été un peu plus compliqué dans les matières scientifiques. Et puis d'autres personnes, et puis on s'est entraidés, et puis ça s'est très bien passé, et on a chacun apporté, en fait, finalement. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas encore, comme ça change énormément, je ne sais pas si la scientifique, en plus, ça a changé aussi en termes des bacs. C'est pour ça, moi je suis un peu perdu. Mais... C'est ça, je pense que c'est quand même relativement faisable de tous les bacs, mais... les critères d'exigence augmentent beaucoup, du coup, par cet examen de l'ordre des vétérinaires. Ce qui prévaut, c'est la motivation. C'est ça. On est d'accord. Forcément, il y a une partie des notes, mais ils font attention aussi à la motivation d'avoir quelqu'un en face qui est capable de savoir à quoi s'attendre. On va pas caresser des poneys et des chiens toute la journée. C'est quelqu'un qui est en mesure de savoir c'est quoi les points négatifs de ce métier, qui est capable de se lancer. C'est quand même 5 années, c'est pas rien. C'est des études qui coûtent cher. Il vaut mieux être sûr avant 4 ans qu'on ne s'est pas trompé. C'est ça. Ouais. C'est des études qui coûtent extrêmement cher aussi. Justement, il n'y a pas de tabou sur Dog & Hen, c'est le but justement. Oui. Qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes de budget ? Actuellement, on est aux environs de 9 000 € une année. Il y a des écoles publiques ou pas Alors, il me semble que c'est que de l'enseignement privé. D'accord. Voilà, c'est des enseignements privés supérieurs. On est aux environs de 9 000 €, entre 8 500 et 9 500. Donc, il vaut mieux être motivé, être sûr voilà, ça fait quand même presque 50 000 € d'études, donc il faut être sûr. Il faut même conseiller à la personne de peut-être faire un stage. J'imagine que c'est possible de faire un stage ou suivre un ostéopathe pendant une semaine, au moins pour être sûr que... Oui, c'est possible de faire des stages. Et puis, il y a des écoles qui proposent aussi des week-ends, donc notamment l'école dont je suis issue propose aussi des week-ends découvertes. Donc là, on vient à l'école, on découvre un petit peu les locaux, on parle qu'est-ce que c'est l'ostéopathie, à quoi vous attendre, comment ça se passe. D'accord. Et puis, il y a des demi-journées pratiques pour voir un petit peu aussi à quoi s'attendre. Donc ça, c'est pas mal aussi pour se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas du tout. Donc voilà, après, sur les 5 années, on a assez souvent des examens théoriques et pratiques. Donc de la première à la 5e année, et puis une fois le diplôme obtenu, donc depuis 2017, on a donc 2 examens auprès de l'ordre national des vétérinaires à passer pour pouvoir être inscrit sur le registre national d'aptitude qu'on appelle plus communément le RNA. Et donc pour pouvoir exercer légalement. Donc cet examen, il faut savoir que c'est encore à côté. Donc il y a une épreuve théorique, et puis une fois qu'on a réussi cette épreuve, donc c'est un questionnaire, c'est un QCM, voilà. Okay. C'est un QCM, et puis une fois qu'on a réussi cette épreuve-là, on est admissible à l'épreuve pratique. Donc voilà. Donc c'est pas fini. Non, c'est pas fini. D'accord, c'est du saut d'obstacle. Comment ? C'est du saut d'obstacle. Oui, c'est du cross là. À qui tu conseillerais et à qui tu déconseillerais le métier ? C'est un métier qui est très passionnant, mais assez difficile. Je pense qu'il faut savoir que à l'heure actuelle, il y a encore énormément de demandes, mais c'est quand même assez saturé. D'accord. Surtout en équin. Il y a beaucoup de cavaliers, beaucoup d'amoureux de chevaux. Qui se mettent à l'ostéopathie. Voilà, c'est ça. C'est quand même assez saturé. Il y a maintenant, en fait, avec justement toute la législation qui a été mise un petit peu à jour, il y a une 20aine d'écoles qui ont ouvertes. Donc là où moi, quand je m'étais inscrite, il y en avait 5. Aujourd'hui, il y en a 22 ou 23. Donc il y a un sacré business quand même. Ça me rappelle les écoles d'optique d'où je suis issu, puisque je suis opticien depuis 30 ans, parallèlement. Donc je vois bien ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça. Donc il y a énormément d'écoles. Il faut vraiment beaucoup se renseigner à comparer la qualité d'enseignement des enseignants, les heures théoriques, les heures pratiques, etc. Prendre une école qui est dite enseignement supérieur, qui délivre le titre RNCP, etc. D'accord. On peut retrouver aussi sur Internet, il y a les indicateurs de réussite à l'épreuve vétérinaire également. Donc il y a des écoles qui ne communiquent pas forcément non plus leurs résultats. Dans ce cas-là, n'y allez pas. Voilà, il faut se poser des questions. Et il y a beaucoup d'écoles qui promettent un petit peu monts et merveilles. C'est comme tous les métiers, je pense. Tous les métiers médicaux, paramédicaux, liés aux animaux ou non d'ailleurs. Il faut avoir soit des avis, mais qui sont vérifiés et vérifiables. Oui, ou connaître des personnes qui ont déjà c'est ça, et encore il faut faire attention parce que forcément quand on va appeler une personne de telle ou telle école, tout le monde va un petit peu prêcher pour sa paroisse aussi, donc il faut aussi prendre du recul et être conscient des difficultés de tout ce que ça engendre, mais c'est des métiers c'est une formation qui est assez difficile, c'est un métier qui est dur aussi, physique. C'est physique, il faut le dire, c'est dur psychologiquement et puis physiquement.
Après, moi, j'adore ce que je fais, c'est vraiment très passionnant. Est-ce que c'est énergivore? Parce que j'ai l'impression, quand je vous vois, toi ou les autres ostéopathes, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup de votre personne. Oui. Et... énergivore physiquement, puis des fois, quand on travaille aussi, par exemple, sur tout l'aspect émotionnel, ça prend aussi beaucoup. Donc oui, c'est assez énergivore, c'est physique, c'est sûr. Il faut avoir une forme quand même, un minimum. Est-ce qu'il faut être sportif à peu près? Alors non, je pense pas. Il faut pas être sportif, mais il faut savoir se protéger. C'est quand même conseillé de faire une petite activité sportive parce que oui, ça prend beaucoup quand même. Donc savoir se protéger, utiliser le mieux possible son corps pour éviter des pathologies trop tôt. Donc voilà, il faut savoir juste que le marché est quand même un peu saturé avec toutes ces écoles. On a 3 fois plus d'offres que la demande. Malgré tout, il y a quand même toujours beaucoup de demandes. Donc voilà, après le métier, ça est susceptible d'évoluer encore sur quelques années. Là, on est dans une bulle ouverte. Oui. Mais le problème, c'est qu'une bulle ouverte, à un moment, elle se ferme. Donc là, on va vraiment faire un tri dans quelques années. Oui. Déjà, avec l'examen auprès de l'Ordre national des vétérinaires qui a été mis en place, il y a déjà eu ce petit écrémage, entre guillemets. Avant 2017, ceux qui sont ostéopathes ne sont pas passés par cette case. Alors, ceux qui avaient plus de 5 années de pratique n'étaient pas obligés de passer l'épreuve théorique, parce que faut savoir qu'il faut se remettre dans les cours. Quand on est sur le terrain depuis 10-15 ans, c'est compliqué. Par contre, ils avaient quand même l'épreuve pratique à passer. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce qu'on fait une petite pub pour ton école? Oui, on peut. Est-ce qu'ils le valent? Oui. Honnêtement, oui. Donc c'est Biopraxia. C'est ça, Biopraxia qui est l'école de Rennes et qui ont ouvert d'ailleurs un pôle aussi à Cluny, donc près de Lyon, pas très loin, Lyon-Dijon. D'accord, très bien. Donc je mettrai de toute façon en lien. Moi j'avais trouvé leur Instagram. Oui. Et puis après les gens chercheront et puis s'ils sont motivés ils trouveront facilement. Comment moi j'ai besoin de faire appel à un ostéopathe aujourd'hui. Je ne sais pas du tout comment faire. Comment je peux voir si c'est un bon ou un mauvais? C'est important déjà dans un premier temps, du coup, trouver l'ostéopathe sur la liste dont on parlait tout à l'heure, qui est facilement... Qu'on trouve sur l'ordre des médecins? Alors, c'est le registre national d'aptitude. C'est quoi? Tu me le donneras, je vais le mettre en lien, parce que j'avoue que je connais pas. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment sur le site de l'ordre des vétérinaires, et on peut regarder personnes qui sont aptes à réaliser des actes d'ostéopathie animale. Donc, trouver un praticien là, donc il y a toute la liste nationale, et puis il y a la liste par région. Et puis après, faut pas hésiter à aller voir un petit peu aussi sur Google, les avis, les réseaux, aux connaissances aussi qui ont fait appel. Je pense que c'est important aussi, même si ça s'est très bien passé avec 10 personnes, ça peut être un praticien qui ne correspond pas et c'est très important de trouver quelqu'un qui vous corresponde à vous et à votre animal. Donc il faut se faire aussi son propre avis. Il y a cette partie feeling qu'on retrouve aussi chez je pense chez tous les acteurs. Tous les praticiens, c'est important. On dit la même chose pour l'éducateur canin. Si vous ne le sentez pas, ça sert à rien de forcer. Et je pense que déjà regarder un petit peu sur Google, les réseaux, quelle est la transparence de la page? Est-ce que c'est un discours qui vous touche? Est-ce que vous êtes d'accord? En fait, c'est ça, avec la manière de faire, la manière de voir, je pense que c'est ça aussi. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui disent, ah oui, quand on voit un petit peu les posts qui ont été faits, qu'on regarde un peu ce qui est dit, etc., ça donne envie et c'est quelque chose qui est important parce que c'est la première vitrine, finalement. Tout à fait. Donc, quand on n'a pas de connaissances qui ont fait appel à tel ou tel praticien, c'est pour ça que le site internet, c'est important, ça sera vraiment un plus. Moi, je m'aperçois que les clients, soit à l'animalerie, soit à mon magasin d'optique, ou toutes les activités que j'ai, maintenant 80% des gens passent d'abord par le site internet. Oui. Ils adhèrent pas. Oui. S'ils adhèrent, la suite ça va être le physique, voir si ça passe bien. Donc on n'a plus le choix, on est obligé de passer par là. Un truc que j'ai constaté, c'est que c'était un métier à 95% féminin. C'est vrai, beaucoup de femmes. Comment tu peux expliquer ça? C'est la sensibilité, Peut-être. J'avoue que j'ai pas de réponse à cette question. À l'école, par exemple, c'était des sessions... Moi, j'étais une promo entièrement féminine. À Plédran, il y avait que... Je me souviens pas d'avoir vu en 2022, c'était ça. On était que des filles. D'accord. Là, sur les années inférieures et supérieures, je pense qu'il y a entre 1 et 3... Tu crois que c'est lié au milieu équin, qui est assez féminin également? Je pense. On est quand même beaucoup de cavaliers, souvent à intégrer la formation. Après, peut-être qu'il y a une partie sensibilité, une partie qui doit peut-être être plus développée, mais honnêtement, il y a des très bons praticiens masculins aussi. Oui, j'imagine, mais... je sais pas. C'est vrai que c'est pas bête comme question. Non, mais en fait, le milieu de l'animal, enfin du chien en particulier, que je connais, c'est ce que je connais le mieux, il est ultra féminisé. Oui, mais même en équin, du coup, c'est vrai que... Il y a beaucoup de femmes. Et j'ai eu l'impression, si tu veux, post-Covid, qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient complètement changé d'orientation et beaucoup de femmes. Aussi, ouais. Non, j'avais pas remarqué.
Donc je ne sais pas si c'est une recherche de liberté, est-ce que la sensibilité fait et que ça matche beaucoup mieux? Ça doit peut-être jouer, certainement. Alors attention, ça ne me dérange pas du tout. Non, bah, bien sûr. Voyez pas, chers auditeurs et auditrices, ne voyez pas là. Préventif ou curatif? Les deux. On intervient autant en préventif, donc avant qu'une problématique n'apparaisse, que en curatif, voilà, quand il y a un souci X, c'est important. J'essaye de sensibiliser quand même un maximum au suivi préventif. Un animal, par exemple en prenant le cas d'un chien, sur un an, il s'en passe des choses. Hein. Il y a une alimentation qui n'est pas forcément... En fait, il n'a ni le choix de son environnement, ni le choix de ce qu'il mange, ni le choix de quand est-ce qu'il va sortir, ou de son matériel, harnais, collier, etc. Il y a beaucoup de choses. Il va aller jouer avec les copains, tout ça. Voilà, c'est un chien qui peut, une petite bagarre. Ça peut amener des traumatismes. C'est ça, donc imaginons, on va dire Cacahuète, le petit Jack qui va jouer avec le gros berger allemand. C'est ça. C'est un petit peu couiné, ils se sont un peu fait mal. On laisse passer, etc. Il n'est pas très à l'aise, mais on laisse passer. Et puis c'est un chien qui va avoir une douleur, qui va pas forcément l'exprimer de manière assez flagrante. C'est ça. Et puis au fur et à mesure du temps, il va s'adapter, donc il va compenser, et puis il va se mettre en tension ici, et puis il va falloir qu'il continue à fonctionner, hein, donc il va bien trouver des alternatives. Ça va être localisé, puis ça va finir par se développer. C'est ça, c'est qu'en fait du coup ces troubles-là, ils vont engendrer d'autres troubles locaux ou à distance, et puis en fait au fur et à mesure du temps, bim, on a une grande boiterie qui apparaît. Et alors que si on avait fait ce suivi peut-être en préventif, on aurait peut-être pu éviter que ça arrive à ce point-là, parce qu'en fait ils compensent jusqu'à un moment, ils arrivent un petit peu en limite d'adaptation. Et là il faut s'exprimer, hein. Là il faut dire que c'est un petit peu douloureux. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et toi tu conseillerais la récurrence au niveau des visites? Alors j'aime pas forcément dire ça, mais déjà si on arrive à aller voir 1 à 2 fois dans l'année, ça peut être quelque chose de bien. Je sais qu'il y en a qui sont pas très friands de ce suivi préventif. Moi je trouve ça important parce que on évite justement d'arriver à ces limites d'adaptation et à des grosses séances derrière qui sont énergivores pour l'animal, où il met un peu plus de temps à récupérer, et puis il compense, il s'adapte sur vraiment du long terme. Donc, et puis en fait en ostéopathie on prend vraiment l'environnement global de l'animal, donc on prend le chien, on prend qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, à quel rythme de sortie il est, avec qui il vit dans la maison, c'est quoi son comportement, on prend vraiment tout en compte. Et c'est vrai que des fois l'alimentation n'est pas forcément très adaptée. Tout à fait. Donc il va pas répondre forcément aux besoins physiologiques. C'est ça. Mais déjà un suivi au moins 1 fois dans l'année, ça peut être quelque chose qui peut être pas mal. Après certains nécessitent un suivi un peu plus régulier. J'imagine pour que les des chiens pathologies. De sport c'est encore plus. Les chiens de sport aussi, c'est vrai qu'ils sont pas mal sollicités. Donc avant une échéance ou après, ou en des suivis entre deux, ça permet, c'est des chiens qui courent, qui sautent, qui doivent tourner, qui se réceptionnent, etc. Ça stimule beaucoup le système musculaire, le système articulaire, les organes, etc. Et donc on essaye un maximum de faire en sorte qu'il puisse perdurer dans le temps, en respectant et son bien-être physique et son bien-être mental. Mais donc on permet, en venant libérer toutes les zones de tension, les blocages, etc., d'avoir un chien qui est bien mieux, qui performe mieux derrière aussi, un peu plus longtemps, et donc qui est bien mieux dans son corps, c'est important. Et dans sa tête, ça veut dire moins réactif aussi. Oui. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de t'occuper d'un animal de sport, justement? Oui, bien sûr. Ça sera plutôt quoi, cheval? Les deux, chien ou cheval. Ça peut être des chiens de canicross, de mordant, etc., de l'agility. D'accord. Et des chevaux, on a les chevaux de loisirs, et puis on a les chevaux vraiment de compétition, les chevaux de haut niveau, que ce soit en dressage, en CSO, etc. Donc oui. Ouais. Donc là, demain, Faro, par exemple, a déjà vu un ostéo il y a 6 mois. Est-ce que c'est trop de dire la semaine prochaine, est-ce que tu peux t'occuper de Faro? Ou est-ce qu'il y a du trop également? En ostéopathie ? Ouais. Oui, il y en a. Et c'est important le but, c'est pas de faire des séances tous les mois. D'accord. Je pense qu'il faut instaurer un dialogue entre le praticien et le propriétaire pour savoir ce qui correspond au mieux à l'animal. D'accord. Est-ce qu'un suivi 1 fois dans l'année, c'est bien? Est-ce que c'est 1 fois tous les 2 ans? Est-ce que c'est 3 fois dans l'année parce qu'on a telle pathologie, parce qu'on va travailler sur ça? Je pense que là-dessus, on peut pas faire de recettes. Il n'y a pas de miracle. Voilà, et puis, j'imagine qu'il y a des races plus ou moins sensibles. Il y a des races qui ont des prédispositions à certaines pathologies. Donc, des fois, c'est des morphologies un peu particulières. C'est ça. Donc là, le suivi préventif. C'est ça, avec la reproduction un petit peu excessive. Donc là, le suivi préventif,
permet en tout cas de... Soit on vient maintenir, soit on améliore l'état de santé et on évite peut-être la récidive de telle ou telle chose et on évite peut-être qu'il se passe un petit peu... Il faut savoir quand même qu'un chien agressif, ça peut être dû à la douleur. Et beaucoup de gens ne savent pas, donc on va aller voir des éducateurs canins. Et on a complètement mis de côté la douleur, et parfois il suffit de pas grand-chose, d'une visite par exemple. C'est ça, oui. Et puis on s'aperçoit qu'il y a un changement total du comportement de l'animal, tout simplement parce qu'il y a un mieux-être. C'est ça, oui. On a beaucoup de... Quand il y a des blocages, c'est douloureux, donc l'animal tout de suite... On le sait, tout le monde a eu mal au dos. Il y a eu des signaux subtils juste avant, mais on n'est pas tout le temps apte à les comprendre et à les voir. Et donc, à un moment donné aussi, le chien, forcément, se défend un petit peu, ou ça se retrouve beaucoup, par exemple, chez les chats, où il est un petit peu... Il est un petit peu plus précautionneux quand il saute, il est un petit peu plus ronchon, il va un petit peu s'enfermer dans son coin. C'est tous ces changements de comportement. Alors, c'est pas forcément de cause ostéopathique, mais ça peut être aussi le témoin d'une douleur. Comment on fait de l'ostéopathie sur un chat ? Parce qu'un chien... Moi, je préfère un chien réactif qu'un chat réactif. Oui. C'est pas du tout pareil. Le chat réactif, bon courage. Quelle est l'approche ? Parce que... On parle beaucoup de medical training, est-ce que c'est valable également en ostéopathie ? Oui. Alors, il y a ça, il y a les soins coopératifs aussi. C'est ça. Donc, c'est important. Plutôt à base de cliqueurs, de nourriture Il y a un peu des deux. Moi, j'aimerais bien me former aussi dessus à terme. C'est vrai que des fois, on arrive et c'est des animaux qui aiment pas forcément être touchés ou qui n'ont pas demandé aujourd'hui. Ils sont forcément aussi... aujourd'hui, c'était peut-être pas forcément comme nous, parfois. C'est ça. Donc, moi, j'ai déjà eu des animaux où déjà le contact, c'était compliqué, où ils n'étaient pas vraiment à l'aise avec une zone. Alors, on s'adapte, on prend le temps aussi. C'est important de détecter les signaux d'apaisement, les signaux de... là où on voit que le chien commence à pas être très à l'aise, les signaux d'inconfort aussi. C'est pour ça qu'à l'école, on a aussi des cours là-dessus. On a des cours de comportementalisme. Très bien. Donc, qui vont être véhiculés par un spécialiste du comportement animal ? Oui, c'est ça, exactement. On a vraiment plusieurs intervenants au sein de l'école, des ostéopathes animaliers, des vétérinaires, des comportementalistes. Des éthologues, peut-être, Il y en a aussi, oui. Des dentistes, etc. Enfin, il y a vraiment plusieurs corps de métier, mais on essaye, il faut que la séance se passe bien, même si on n'arrive pas, ça peut être des fois frustrant parce qu'on sait qu'il y a cette gêne, qu'il y a ce blocage qu'on aimerait libérer, mais clairement ce sera pas pour aujourd'hui, ce serait trop d'accéder. Ça peut arriver d'ajourner une séance parce qu'on sent que c'est pas le bon jour. On peut complètement, soit on coupe et on met ça un autre jour, soit on travaille justement juste sur l'approche, le medical training, les soins coopératifs, on dit ok, c'est ok de toucher cette zone, il n'y a pas de souci, de l'associer à quelque chose de positif, de bienveillant, que c'est pas quelque chose de contradictoire, de douloureux, d'agressif tout de suite. Donc ça c'est une grosse partie, mais ça peut arriver justement qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut aussi, ce qui peut être frustrant parce qu'on a envie d'aider l'animal, et à ce moment il faut se dire ok, non, stop, là c'est pas pour aujourd'hui, il est pas apte physiquement ou émotionnellement à recevoir cette séance, et donc soit on met en place, c'est là où par exemple on réfère s'il y a des soucis de comportement, l'animal peut être réactif pour plein de choses aussi. Si on voit si c'est vraiment une cause ostéopathique, est-ce qu'il y a besoin d'aller référer au vétérinaire pour avoir un examen un peu plus poussé, des imageries, est-ce que au contraire on va mettre en place sur plusieurs séances, on va faire vraiment des soins coopératifs, on va adapter, on va demander aussi peut-être au propriétaire de faire certaines choses chez lui. Voilà, il y a vraiment toute une démarche à suivre. Le savoir transversal est important. C'est ça, il y a tout, il y a la séance et il y a vraiment la pré-séance aussi, avec le suivi derrière. Est-ce qu'on met une muselière à un chien pour une séance ? On peut. C'est rare que j'en mette, mais il faut pas oublier que c'est un être vivant qui peut avoir des réactions. Si vraiment il m'arrive d'en mettre, c'est sur des chiens qui peuvent être réactifs, justement. Donc attention, souvent quand on dit muselière, il y a des gros yeux et puis oh là là, mon chien est pas méchant. C'est quelque chose qui est associé, c'est vraiment associé à quelque chose de négatif. En cas de douleur, il peut y avoir des réactions. Et en fait, il faut savoir que déjà le but premier d'une muselière, c'est de protéger. Protéger le chien, protéger le propriétaire, le praticien, les gens autour. Le chien peut clairement être inconfortable sur quelque chose, il s'exprime clairement, des fois il peut être un petit peu surpris, donc hop, ça se retourne, mince, et puis c'est leur gueule tout de suite qu'on a dans les mains, et puis les mains c'est notre outil de travail aussi, donc il faut savoir protéger, mais
Il y a des chiens aussi, ils sont un petit peu réactifs. Alors pourquoi la muselière à long terme n'est pas une solution. Par contre, sur le moment, ça permet des fois d'aider, même que ce soit chez le vétérinaire d'ailleurs, à ce que ça se passe bien sur le moment pour protéger tout le monde et puis pour éviter qu'il y ait un accident qui se produise. Donc c'est très très rare que j'en mette, mais ça peut arriver. Alors ma question n'était pas anodine. Oui. Puisque en fait, je vais faire un petit épisode, mais je pense que ça sera un tuto sur YouTube. Oui. Sur comment habituer son chien à la muselière. Oui. Et surtout sensibiliser les gens au fait qu'il ne faut pas mettre la muselière juste pour les côtés négatifs. Oui. Vétérinaire, ostéo, etc. C'est important de... Il faut l'habituer dans la vie de tous les jours. Et des petits. Le positiver la muselière, c'est très facile. En fait, l'associer à quelque chose de positif et non contradictoire. Et en fait... quand c'est fait dans le bon sens, ça devient un super outil de travail, quoi. Et y faire face à la muselière une première fois en consultation, alors que ça rajoute, c'est très stressant. Ça rajoute une épaisseur de stress. C'est ça, personne ne passe un bon moment. Et moi, dans ce cas-là, à la limite, on préfère mon stop, on arrête, on s'adapte, on fait autre chose. Mais l'habituer dès tout petit à quelque chose de bien, il faut savoir que dans certaines situations, le port de muselière est obligatoire. Quand on prend le train pour les chiens d'autant de kilos. Ça fait partie du tuto. Sur des chiens catégorisés. Donc il faut vraiment pas voir la muselière comme quelque chose de méchant, et au contraire c'est un facilitateur en fait. C'est ça, ça n'arrive pas, mais voilà, quand vraiment on en a besoin, quand le chien a été vraiment désensibilisé, habitué à ça, c'est vraiment top. Oui, il suffit de la mettre quand il joue avec ses copains et tout, et c'est ça, il va positiver le truc. C'est ça, complètement. Donc ça sera l'objet, on va peut-être le faire ensemble, tiens. Ça sera peut-être l'objet. C'est quoi un ostéopathe animalier biomécaniste? Parce que j'ai vu ça, alors j'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est? Oui, alors du coup c'est donc Biopraxia qui a sa méthode propre, donc la méthode biomécaniste. En fait, c'est plus une compréhension globale de l'individu. On s'appuie vraiment sur plusieurs courants philosophiques. D'accord. Et on essaye de voir un petit peu le corps comme une grande machine. D'accord. Avec plein de mécanismes, plein d'interactions, plein de rouages à l'intérieur. Puisque du coup, en ostéopathie, on essaye vraiment de comprendre chaque sous-système, de prendre l'individu dans sa globalité. Mais en même temps, il y a vraiment l'aspect très global et l'aspect très individualiste. On va aller voir un petit peu comment va cette articulation, comment va ça, comment va ce muscle-là, comment va... Et puis après, on dézoome et on se dit, bon, l'animal globalement fonctionne comme ça, tout ça. Donc... c'est la méthode mécaniste, c'est vraiment, on voit le corps comme une grande, comment je peux dire ça, plein de mécanismes en fait, plein de mécanismes liés les uns aux autres. C'est ça, avec beaucoup d'interactions, et on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le vivant à l'heure actuelle. En sachant que mal à la tête, ça peut être tout simplement un problème d'orteil. Oui, effectivement, il y a plein de liens des fois un peu surprenants. Formé aux techniques structurelles. Attention, vous êtes prêts. Myotensive, tissulaire, viscérale, crânienne, énergétique et liquidienne. Oui. Ça regroupe ce qu'on disait juste avant. Oui, alors du coup, en ostéopathie, alors il y a autant d'ostéopathes que d'ostéopathie sur le terrain. Très bien, au niveau des méthodes. Oui, il y a beaucoup de façons de voir, façons de faire, beaucoup de méthodes, beaucoup de techniques. Les techniques que tu as citées là, ce sont les techniques principales, soit qui sont enseignées, soit qu'on voit quand on se forme, en formation continue, etc. Mais c'est des techniques qu'on voit. Donc par exemple, le structurel, c'est ce qu'on appelle le fameux crack, là, le thrust. Ah oui, ça c'est... Donc c'est ça, les techniques myotensives. Donc on va travailler sur le système musculaire, facial, tissulaire. Technique crânienne sur le crâne, technique viscérale sur... Technique crânienne, ça sera plutôt pour détendre ou... Parce que je vois souvent justement quand on regarde des photos, dès qu'on tape ostéopathe, on voit souvent un travail qui est fait sur le crâne. Oui. Alors les techniques crâniennes, elles peuvent être tissulaires, elles peuvent être structurelles, on peut intervenir sur le muscle, sur une articulation entre deux os, on peut intervenir sur le système endocrinien, on peut intervenir... Il y a vraiment des techniques, puis des sous-catégories de techniques. Oui, donc c'est pour ça qu'on a 5 ans d'études en même temps. Hein. Oui, 5 années, c'est ça, ouais. En poste, une fois que tu as ton diplôme, est-ce qu'il est recommandé d'avoir une suite d'études ?
Oui. Pour se mettre à jour quotidiennement ou je sais. Oui, oui. Alors du coup, une fois par an, je ne sais pas comment ça se passe. Depuis du coup qu'on est soumis aussi sous le code déontologique des vétérinaires, on a aussi cette obligation de formation continue. C'est important. Enfin même sans être obligé, je pense que c'est important. C'est du vivant. On n'a pas les réponses à tout. Et l'enseignement à l'école, c'est une chose. Mais c'est vrai que quand on est sorti de l'école, se rend compte qu'il y a tout un monde derrière. Après, on s'adapte aussi à soi. Voilà, c'est ça. On se rend compte qu'en fait, on était vraiment dans notre petite bulle et même si on est content de l'école qu'on a fait, il y a tout un monde et il y a énormément de choses à découvrir. Et donc, non, je conseille de se former quotidiennement, c'est vraiment important. Mais quand je vois toutes les espèces auxquelles tu peux faire appel, effectivement... c'est en fait... moi, personnellement, mon but, c'est d'avoir vraiment une boîte à outils remplie pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de l'animal et pour pouvoir adapter un maximum. Si ça va pas, je sais que j'ai cette technique-là que je vais pouvoir faire, je sais que j'ai cette approche-là, je sais que je vais pouvoir passer par là. Tandis que, à l'école, peut-être on voit une ou deux choses. C'est ça. Et là, ça me permet vraiment d'avoir vraiment cette boîte à outils remplie pour pouvoir faire au mieux. Aujourd'hui, on est à l'ère de la spécialisation. Est-ce qu'il y a un domaine, toujours en ostéopathie, dans lequel tu te sens le plus à l'aise ? Ovin, bovin, canin Et les quins. Les quins ? Oui. J'ai une grosse partie de clientèle en équin, et puis issu du coup étant cavalière, tout ça, c'est plus mon dada, du coup. Mais je fais énormément et vraiment de plus en plus de chiens aussi. D'accord. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que dans le milieu équin, il y a beaucoup de chiens. Oui, souvent, il y a beaucoup de propriétaires de chevaux qui ont des chiens, effectivement. Donc en fait, c'est aussi du bouche à oreille, beaucoup. Oui. Donc ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu... non, juste avant ça, est-ce que tu fais de la proprioception ? Oui. Donc ça sera plutôt sur du chien, non ? Alors ça peut être sur toutes les espèces. Alors c'est quand même plus développé chez le chien. Parce que j'imagine que c'est pas les mêmes appareils. Non. Alors donc la proprioception, déjà pour la définir. Définissons la. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment c'est la perception consciente ou inconsciente de son corps dans l'espace. D'accord. Donc, oh là là, ma jambe. On a conscience que sa jambe elle est là, que mon doigt est comme ça, que ma main est posée. Donc c'est la même chose chez l'animal. Et en fait, effectivement, on peut travailler la proprioception. Ça peut être quelque chose qui peut être mis en place. Alors normalement, nous en ostéopathie, ça reste une médecine qui est manuelle exclusivement. Donc pas le droit d'utiliser des instruments ou du matériel, etc. Normalement, c'est une médecine qui est uniquement manuelle, qui est alternative à la médecine vétérinaire et qui est douce, donc qui n'est pas intrusive. On peut effectivement sur différents cas, par exemple des pathologies. Puis on est dans du préventif. C'est ça aussi, mais c'est vraiment la proprioception. On va avoir tendance à la travailler vraiment sur des motifs particuliers, ou alors des chiens qui ont des hernies discales qui sortent d'opération ou qui vont pas se faire opérer par exemple. On va aussi un petit peu stimuler la fonction proprioceptive. Il y a des exercices à mettre en place derrière aussi sur les chiens sportifs, sur des instabilités de l'arrière-train, etc. Il y a pas mal de choses à faire sur les chevaux aussi. Mais sans parler forcément de pathologie, c'est quelque chose qui peut être mis en place effectivement. D'accord. On vient un peu stimuler le système nerveux. On peut mettre, c'est anatomiquement explicable, mais on peut travailler là-dessus. Parce que je suis beaucoup je suis beaucoup les youtubeurs, tout ça, qui font de l'ultra trail ou les compétiteurs en athlétisme, qui font de plus en plus de proprioception, ce qui leur évite les chevilles tordues et tout ça. Oui. La proprioception est quand même intimement liée à la coordination, à l'équilibre. Donc quand on vient renforcer aussi la musculature profonde, on vient un petit peu améliorer les connexions neuronales, etc. On améliore aussi la coordination, donc derrière des chiens aussi qui ont un peu plus conscience de ce qu'ils font, qui ont un meilleur équilibre, qui ont des muscles stabilisateurs et profonds qui sont il y a toute la partie qu'on voit pas en fait. C'est ça, oui. Et donc c'est vrai que sur du chien sportif, c'est finalement aussi assez important. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé développer ? On en avait discuté un petit peu quand on avait préparé, on s'était eu au téléphone, et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de développer un sujet qui te tient à cœur. Donc ça peut être l'abandon, ça peut être tout ce que tu veux, ce que tu veux. Alors, du coup, en restant sur l'ostéopathie, le suivi des jeunes animaux, du chiot, plus jeune chaton, au plus... poulain... du tout âge, de toute espèce, du plus jeune au plus vieux.
on entend souvent dire bon bah là je fais pas forcément appel parce que bon il a 1 ou 2 ans. C'est ce que j'ai pu lire, oui. Voilà, c'est pas forcément nécessaire. Et puis on se trompe parce que alors il n'y a pas d'âge minimum ou maximum. Honnêtement, ça arrive de voir des petits après naissance aussi. D'accord. Mais c'est très important parce que il faut savoir que l'accouchement, donc le vélage pour les vaches ou la mise bas, etc. C'est quelque chose qui est traumatisant, même si ça se passe bien. C'est pour la mère et les petits, c'est quelque chose de traumatisant quand même, d'un point de vue physique, émotionnel, métabolique, hormonal, etc. Et donc, il peut y avoir des pathologies tout petits, le prognatisme, etc. Le syndrome du chaud nageur. Enfin, il y a des déviations angulaires, des défauts d'aplomb. Ça, c'est vraiment pour en citer quelques-uns. Mais le suivi ostéopathique est super important parce que déjà, on va permettre de libérer les blocages et les tensions qui se sont accumulées déjà in utero. À la naissance aussi, forcément, c'est un petit, il découvre tout son milieu de vie, donc il s'aventure, il tombe, il joue un petit peu avec ses frères et sœurs, il commence à manger, il commence à sortir un petit peu, il se passe vraiment beaucoup de choses dans la vie d'un petit, et donc le petit corps essaye un petit peu de s'adapter comme il peut. Compense, C'est ça essaye de s'adapter un petit peu, et puis il y a beaucoup de pathologies de croissance, surtout chez les chiens. Et le suivi ostéopathique aussi permet des fois de mettre un petit peu en évidence avant que ce soit trop tard ou avant qu'il y ait des signes trop avancés. Ça permet déjà de faire en sorte que l'animal grandisse bien dans son corps, qu'il grandisse en équilibre, en harmonie, qu'il n'ait pas une tension trop importante qui peut-être dans 2 ans provoquera d'autres troubles. Ça permet vraiment qu'il grandisse dans les meilleures conditions possibles. Et puis de mettre en évidence ces pathologies-là où quand on a un petit doute, ça permet tout de suite de mettre le red flag, attention à surveiller. On voit avec le vétérinaire, on peut faire une imagerie assez rapidement s'il y a des doutes. Enfin, le travail aussi en collaboration, comme on en parlait tout à l'heure, avec les différents corps de métier est très important. Et donc ça c'est assez important quand même. Souvent les petits sont un peu casse-cou aussi, donc vraiment ça leur fait pas de mal. Et puis jusqu'aux plus âgés, toujours en restant dans le chien, les chiens un petit peu arthrosiques ou qui ont c'est ça. ça permet aussi de faire en sorte qu'ils vieillissent sereinement, mais bien dans leurs petites pattes aussi. On a souvent les articulations un petit peu enraidies, les muscles un petit peu comme l'être humain, c'est ça, voilà. Donc les organes qui fatiguent un peu plus vite, les muscles un peu contracturés, ça s'ankylose un peu. C'est des chiens qui font des crises d'arthrose, sans parler de pathologie encore une fois, mais leur apporter un maximum de confort, un maximum de bien-être, vraiment faire en sorte qu'ils soient bien, les accompagner sereinement en fait dans la vieillesse. Il y a des chiens ça se passe super bien, on a vraiment des beaux avant-après et ça c'est important, vraiment le suivi de tout âge. Le but c'est quoi ? C'est de stimuler tout ce qui est moins utilisé pour justement l'arthrose existera toujours, mais vivre avec l'arthrose. C'est ça. Alors oui, c'est vrai que c'est important de dire que quand il y a par exemple l'arthrose, effectivement c'est là et ça on va pas y toucher. C'est vraiment un processus dégénératif du cartilage. Par contre, nous on va prendre en charge, on va venir vraiment l'aider sur les compensations et sur toutes les autres dysfonctions. Donc là, les petits dysfonctionnements, un tissu, un organe, une autre vertèbre qui prend un petit peu plus en charge, qui un petit peu qui compense un peu en fait l'autre zone qui fonctionne pas très très bien. Puis du coup, cette zone-là fonctionne pas très bien, donc l'organe en dessous n'est plus très bien innervé. Donc en fait, on va vraiment avoir cet aspect très très global. Mais quand il y a une atteinte vraiment anatomique, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on prend en charge les troubles fonctionnels. Donc vraiment ça atteint la fonction d'une articulation. La mobilité. Voilà, c'est ça. C'est souvent des troubles, des restrictions de mobilité au niveau articulaire, musculaire, etc. Quand il s'agit d'un trouble organique, une insuffisance rénale, qu'est-ce qu'il peut y avoir, un cancer, etc. Ça, c'est de l'ordre du vétérinaire. Bien sûr, oui. Voilà, c'est ça. D'où l'intérêt d'avoir multi... Voilà, c'est ça, exactement. Et par contre, on peut intervenir à côté aussi en prise en charge une fois que la pathologie est avérée, qu'il y a tout un protocole de rééducation. On peut aussi complètement intervenir dedans aussi en physiothérapie, etc. Mais
Mais c'est important en tout cas d'assurer le suivi du petit, du plus jeune au plus âgé. Et effectivement, il faut pas croire que l'ostéopathie fait des miracles là-dessus. C'est que l'arthrose est là, mais nous on va aider à l'animal à encore mieux fonctionner avec tout le reste. Hein. Donc c'est important et puis on a vraiment des bons résultats honnêtement. Est-ce qu'à terme, tu voudrais avoir une structure avec des piscines et tout ça pour faciliter avec l'eau alors en tant qu'ostéopathe, encore une fois, pas le droit. D'accord, voilà, vraiment c'est manuel, exclusivement manuel, tout matériel. Voilà, je peux pas forcément utiliser. Pourtant, on en voit partout, même des non vétérinaires. Oui. Alors, par contre, il y en a qui travaillent avec des vétérinaires. Par exemple, là, il y a des centres de physiothérapie, de rééducation, etc. Où effectivement, là, en tant qu'ostéopathe, on peut intervenir, mais du coup, c'est vraiment dans un cadre. C'est réglementé aussi par un vétérinaire. Il faut qu'il soit là. Voilà, techniquement, je peux pas forcément faire d'ultrasons ou etc. Oui, bien sûr. Mais non, à terme, ce serait vraiment intéressant. Par rapport aux chiots, pour terminer sur ce sujet-là, par rapport aux chiots, il y a un gros développement des dysplasies. Oui. Je ne sais pas si on en parle beaucoup, mais... Si, puis avec la reproduction excessive et puis très mal gérée, il y a beaucoup de troubles de développement, surtout au niveau des hanches, des épaules, des coudes. Est-ce que tu penses... Enfin, moi j'ai la réponse, puisque pour en avoir été témoin, mais est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'il faudrait éviter avec les chiots, à savoir le laisser courir sur du carrelage, etc., le faire prendre des escaliers, parce qu'il y a des dysplasies fonctionnelles et des dysplasies qui vont être développées par le chiot, par un environnement qui est mauvais en fait. Oui. Il y a des choses à mettre en place. On va faire attention, par exemple, à ce que c'est un petit chiot qu'on fasse pas des balades non plus de 2 heures par jour. On va faire attention aussi au type de sol. Effectivement, des sols qui glissent aussi, c'est instable. À pas monter et descendre du canapé 10 fois dans la journée ou les escaliers 30 fois non plus. Bien sûr, il faut que le petit se mobilise, il faut qu'il marche, il faut que l'articulation puisse se développer. Mais de façon douce plutôt. Voilà, pas en excès parce que c'est des contraintes trop importantes qui sont Le lancer de balle, par exemple, c'est quelque chose pour moi qu'il faut éviter. C'est à éviter parce aussi. Parce qu'on est sur un lancer départ. de balle aussi, on a beaucoup de tension au niveau cervical, ça peut engendrer des troubles assez importants. Tout ce qui est gros lancer de bâton, on a beaucoup aussi des urgences en vétérinaire. Oui. Avec, qui se bloquent dans le palais. C'est ça. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose à bannir, c'est juste à utiliser, à faire de manière raisonnée. Avec parcimonie. C'est ça, exactement. Donc non, on peut éviter ça. C'est quand on parle justement monter, descendre et sauter du fauteuil 40 fois dans la journée, c'est des contraintes trop importantes pour un petit qui est encore en train d'être développé, dont les articulations, on a encore du cartilage c'est ça, c'est du cartilage jusque je sais pas à quel âge d'ailleurs. C'est ça. Ça dépend les races, mais on peut en avoir jusqu'à 2 ans à peu près. D'accord. Les grandes races, voilà, les grandes races, la croissance est plus tardive que les petites. D'ailleurs, aussi. De plus en plus, les fédérations ont été sensibilisées, puisque la prise en compte des chiens sur les chiens de sport, ça va être de plus en plus tard. Oui, j'ai pu voir ça. Donc ça, c'est génial. La FSLC, par exemple, la Fédération de Canicross, a mis les chiens plus tard qu'avant. Ça, c'est génial, ça va permettre aussi. Ça, c'est génial, ça veut dire qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et puis la longévité derrière aussi tout à fait, sera plus importante. Oui. Parce que je sais plus, j'avais un podcast où elle me disait qu'elle faisait encore courir sa husky qui avait 12 ans, quoi. C'est extraordinaire. Oui. Mais en même temps, elle était également vétérinaire et également ostéopathe, donc je pense qu'elle sait à peu près ce qu'il faut faire et ne pas faire. Oui, voilà, c'est un milieu de vie... Aurélie Delattre, Meucheuse, c'est ça. Oui, mais ça me dit quelque chose. Ouais. Mais un milieu de vie adapté, une alimentation adaptée, des sorties adaptées, de l'exercice raisonné, un vrai suivi, parce que ça reste des athlètes quand même. Tout au niveau en plus. C'est ça, voilà. Puis quand on sait que en humain, on est suivi par des médecins, des kinés, des ostéos, on se dit que quand même ils ont droit aussi. C'est des vrais athlètes. Donc non, c'est important quand on gère vraiment tout bien son environnement. On peut avoir de bons résultats quand même. Très bien. Mina, c'était un vrai plaisir. Pour moi aussi. Ça paraît pas, mais ça fait déjà 53 minutes que tu nous parles de ton métier passion. Effectivement. Tu vois, tu étais un peu stressée, tu vois, ça passe tout seul. Non, effectivement, c'est naturel. C'est quelque chose que tu connais bien, c'est quand même ton métier. Oui. On peut te retrouver chez Tom & Co à Marc-en-Barœul.
Pour ceux qui habitent dans la région lilloise, je crois que j'ai vu que tu étais à Marc-en-Barœul une journée complète. Oui, alors c'était le mois dernier, mais à mon avis, il y en aura d'autres dans l'année. Ouais, on peut te retrouver sur l'ERS. Bon, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais on peut te retrouver chez Tom & Co l'ERS avec Lucille de Vlaminck, puisqu'on va faire une journée spéciale pour faire découvrir justement des métiers qui ne sont pas connus. Sensibiliser donc, à n'hésitez pas à venir sur après réserver. Ça vous permettra de découvrir Emina et Lucille. Est-ce que tu voulais... est-ce que tu as des lectures que tu veux nous faire partager? Alors j'ai réfléchi. Alors moi j'ai beaucoup de lectures mais qui sont assez... très spécifiques. Assez techniques. Mais si je peux conseiller, que d'ailleurs j'ai commandé et que j'ai très hâte de lire, le livre d'Audrey Ventura, Le chien, cet animal qui nous échappe. Je te confirme. Je l'ai commandé parce que c'est une professionnelle que je suis sur les réseaux et que j'admire beaucoup. J'aime énormément son travail et donc ce livre, j'ai entendu que des bons retours. Donc même si je l'ai pas lu, honnêtement, je le conseille. On le mettra en lien aussi. Oui, carrément. Je me demande si je l'ai pas mis en lien la dernière fois. C'est pas grave. Plus on va en parler, plus ça veut dire que c'est un bon livre. Ah oui, complètement. Je pense que ça c'est accessible à tous et ça va permettre de comprendre peut-être un petit peu plus aussi ce que c'est un chien. Et sans ces idées reçues, sans l'anthropomorphisme tout autour, sans tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Et puis je pense qu'on se refera je referai peut-être appel à toi dans un autre épisode, puisque je vais essayer en fonction de mes invités de faire appel à leurs compétences sur différents sujets. Ça peut être sympa. Avec grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Salut.